Alors, bonjour. Donc, on continue toujours sur notre cours Machine Learning. Donc, aujourd'hui, on va voir euh, quatrième partie, hein, si je me rappelle, d'accord, sur le Feature Selection. Alors, comment on va sélectionner ici les caractéristiques, d'accord, de notre dataset. Alors, d'une manière générale, la performance d'un algorithme d'apprentissage, il dépend fortement, d'accord, des caractéristiques utilisées dans la tâche d'apprentissage. Et du coup, donc, la présence de caractéristiques redondantes ou qui ne sont pas pertinents, donc il peut réduire cette performance. Alors, la notion ici pertinence ou une caractéristique pertinente, donc on peut la classifier ici selon trois niveaux. Soit une caractéristique qui est très pertinente, lorsque bien évidemment son absence entraîne une détérioration significative de la performance du système, hein, d'accord, de classification utilisée. Et on peut aussi parler ici de la caractéristique qui est peu pertinente, d'accord, si elle n'est pas très pertinente, et s'il existe déjà un sous-ensemble d'accord des éléments, ça veut dire des attributs ou de caractéristiques telles que la performance de cette sous-ensemble, d'accord, soit significativement meilleure que la performance sans cette sous-ensemble. Si elle est non pertinente, ça veut dire qu'il n'a pas d'influence sur le système. Alors du coup, vous avez ici un ensemble des caractéristiques, d'accord. Et l'idée ici, c'est identifier ici, d'accord, les caractéristiques qui sont utiles, d'accord, dans notre système, qui sont pertinents, d'accord. Et après, on va faire la sélection tout simplement ici de ces différents éléments qui sont déjà, d'accord, pertinents pour un système, toujours, c'est pour un système et pour une problématique spécifique. Bien. Alors, d'une manière générale, hop, voilà. Alors, lorsqu'on parle ici de processus de sélection, d'accord, des caractéristiques, d'accord, donc il désigne ici donc la sélection d'un sous-ensemble, d'accord, de caractéristiques qui sont pertinents, donc à utiliser dans la construction d'un modèle donné. Euh, Feature selection, donc c'est un autre élément clé, d'accord, dans le processus d'apprentissage automatique, d'accord. C'est d'ailleurs c'est même ordre, d'accord, que la sélection du modèle lui-même. Donc il est important, d'accord, de considérer ici que la sélection des caractéristiques comme une partie, d'accord, du processus de sélection du modèle lui-même. Donc si vous ne faites pas, d'accord, une sélection qui est correcte, qui est pertinente. Donc, vous risquez d'introduire ici, d'accord, de bruit, d'accord, dans votre modèle. Et donc, ça va influer ici la performance, pardon, de système. Alors, la sélection des caractéristiques, donc, elle est différente ici à la réduction de la dimensionnalité. Voilà. Alors, c'est vrai que les deux méthodes cherchent à réduire ici le nombre d'attributs dans un jeu de données spécifique, mais une méthode de réduction, d'accord, une méthode de réduction de ce qu'on appelle de la dimensionnalité, elle consiste ici à créer, d'accord, de nouvelles combinaisons d'attributs. Alors que la méthode de sélection des caractéristiques, qu'est-ce qu'il fait? Soit il inclut ou là, elle exclut les attributs qui sont présents, d'accord, dans un jeu de données sans, d'accord, without changing them, ça veut dire sans, d'accord, les modifier. Alors, d'une manière générale, feature selection, donc l'utilisation ici de certains algorithmes pour sélectionner automatiquement un sous-ensemble de caractéristiques d'origine pour un modèle final. Donc ici, comme j'ai déjà mentionné ici, on ne crée pas, on ne modifie pas, d'accord, de caractéristiques actuelles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement, c'est raffiner, d'accord, pour réduire, entre autres, la redondance et le bruit. D'accord. Alors, features selection, donc, il est utile aussi en soi, mais il s'agit bien évidemment ici principalement comme, il agit principalement comme un filtre. D'accord. Donc, un filtre,
d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va désactiver, soit il va activer, d'accord, les caractéristiques, ça veut dire il va désactiver tout simplement ici les caractéristiques qui sont non pertinentes ou les caractéristiques non utiles. Donc il y a beaucoup de méthodes. Les méthodes de sélection de caractéristiques, ils peuvent être utilisées pour identifier et désactiver les attributs inutiles, d'accord, non pertinentes, redondantes, d'accord, qui ne contribuent pas à la précision, d'accord, ou à la performance d'un système ou d'un modèle prédictif. Alors l'objectif ici, d'accord, de cette partie, ça veut dire de la sélection de caractéristiques, elle est multiple, d'accord, donc c'est améliorer la performance, d'accord, de systèmes de prédiction, fournir des prédicteurs qui sont plus rapides, d'accord, et plus économiques, si vous voulez, d'accord, en termes de temps, en termes de charge, et fournir ici une meilleure compréhension, d'accord, de systèmes, d'accord, sous-jacents à générer des données. Alors, on peut bien évidemment classifier, d'accord, les algorithmes, d'accord, de sélection, d'accord, en trois classes, d'accord. Il y en a les méthodes à base de filtres, les méthodes wrapper et les méthodes embedded. Alors, d'une manière générale, les méthodes qui sont utilisées pour évaluer un sous-ensemble des caractéristiques dans les algorithmes, d'accord, de sélection, ils peuvent être d'accord, classés selon ces trois d'accord, modèles ou trois classes. Alors, il y a le modèle filtre. Donc, le modèle filtre, ça a été d'ailleurs le premier d'accord, utilisé pour la sélection des caractéristiques. Donc, dans celui-ci, donc le critère d'évaluation utilisé pour la pertinence d'une caractéristique selon des mesures qui reposent sur les propriétés, d'accord, d'apprentissage. Ça veut dire que les méthodes qui appliquent une mesure statistique pour donner, d'accord, un score, d'accord, pour chaque, d'accord, caractéristique. Alors les features sont classées par le score et chaque caractéristique sélectionnée, elle peut conserver ou supprimer, d'accord, de l'ensemble des données. Alors il y en a beaucoup de méthodes, d'accord, à base de filtres. Entre autres, on peut citer ici le Chi-square. D'accord, il y a aussi l'information gain, d'accord, le coefficient de corrélation, d'accord, il y en a d'ailleurs d'autres éléments qui sont très sophistiqués. D'accord, alors d'une manière générale, vous avez ici un ensemble des caractéristiques. D'accord, donc imaginons ici, vous avez ici un ensemble des attributs. Donc on considère ici, d'accord, un ensemble des éléments, d'accord, et ces différents éléments, d'accord, ils vont entrer, d'accord, dans une brique qui va jouer ici le rôle d'un filtre pour désactiver, d'accord, les éléments qui ne sont pas, d'accord, pertinents, c'est-à-dire inutiles pour notre modèle, et on va sélectionner ici, d'accord, le sous-ensemble, d'accord, qui représente ici les caractéristiques les plus pertinentes. Et après, ça sera, d'accord, le vecteur, d'accord, d'entrée, d'accord, pour notre classifieur. Donc, d'une manière générale, un filtre, il y en a beaucoup, on va voir quelques exemples, d'accord, de méthodes qui permet ici, d'accord, de jouer le rôle de filtre. Alors, on peut citer ici, par exemple, beaucoup. Entre autres, il y a le critère, d'accord, de corrélation. D'accord. Alors, donc, le critère de corrélation, donc, il s'agit ici d'un score, et le score est utilisé ici dans le cas d'une utilisation, souvent, c'est une utilisation, d'accord, d'une classification qui est binaire. Alors, sachant ici que le, le score, d'accord, est égal, c'est la somme de xki moins xi bar, d'accord, donc multiplié fois yk moins y bar, sur la somme, d'accord, de l'ensemble des éléments xki moins xi, d'accord, au carré, fois la somme de xya, yk moins y au carré. Sachant ici que cette représentation, d'accord, il nous donne, d'accord, ici les xi bar, ce sont bien évidemment ici la moyenne, d'accord, over de AM caractéristique. Alors ça veut dire que les valeurs moyennes de la IM caractéristique et des étiquettes qui sont, d'accord, construites ici l'ensemble d'apprentissage. D'accord. Alors il y a aussi
d'accord, d'autres critères. Alors, en d'autres termes, ça, pour le cas de la corrélation, au critère de corrélation, d'accord, pour une caractéristique donnée, une grande valeur absolue de cette mesure indique, d'accord, sa forte corrélation linéaire avec le vecteur, d'accord, d'étiquette, d'accord, qui est utilisé. Alors, un autre, on va voir ici quelques exemples après dans les TD. Alors, d'autres mesures, c'est le critère de Fisher. Donc, c'est un critère qui permet ici de mesurer ici le degré de la séparabilité de classe à l'aide d'une critère, d'une caractéristique donnée. D'accord. Alors, il est donné par la formule suivante. Donc, ce score, ou la mesure ici FI, d'accord, ça représente ici pour ces IM caractéristiques, c'est la somme, d'accord, de C, la classe 1 jusqu'à C, de NC fois UIC moins UI au carré sur la somme de NC fois θ. Sachant que ici le N, d'accord, ici il représente ici l'effectif d'éléments. Alors vous avez ici le U, d'accord, le UIC, ça représente ici l'écart type de la IM caractéristique au sein de la classe C, d'accord, la classe en question, d'accord, et le UI, d'accord, ça c'est la moyenne globale de la IM caractéristique. Alors, on pourrait dire que la mesure ici est liée à la variance interclasse de la caractéristique, mais d'une manière générale, d'accord, le score de critère de Fisher, d'accord, donc il permet ici de mesurer ici ce degré de la séparabilité, d'accord, de classes, d'accord, ou de l'ensemble des classes. Alors il y a aussi d'autres mesures, comme par exemple ici Information Ranking Criteria, ou parfois on le traduit avec ce qu'on appelle l'information mutuelle. Donc lui-même, c'est une mesure, d'accord, de dépendance entre les distributions de deux populations. D'accord. Pardon. D'accord, c'est une mesure ici de dépendance. Alors ça, il nous donne ici des informations sur le degré de disparabilité. Ici, d'accord, c'est une sorte de mesure de dépendance entre les distributions des deux populations. Alors, si on prend ici, par exemple, x, y, deux variables aléatoires, dont les instances sont respectivement les valeurs de la IM caractéristique, et les étiquettes de classe. Alors, cette information mutuelle, le I de la caractéristique numéro I, elle est définie comme la divergence de ce qu'on appelle ici le callback liber. D'accord, donc d'une manière générale, cette probabilité, d'accord, de l'ensemble, d'accord, des caractéristiques, sachant que le PXI, d'accord, sont estimés par les fréquences, d'accord, les PXI, les PY, d'accord, et les PXI Y, ils sont mesurés, ou là, ce sont des estimations, d'accord, par les fréquences des différentes valeurs possibles. Alors la dernière, bon, il y en a d'autres d'ailleurs, ça c'est le signal, le rapport signal-bruit. D'accord, le rapport signal-bruit ici donc, est un score qui mesure ici le pouvoir de discrimination d'une caractéristique entre deux classes. D'accord, pardon. Alors, d'une manière similaire aux critères de Fisher, d'accord, cette méthode de classe, d'accord, il va classer ici les différentes caractéristiques en calculant ici le rapport de la valeur absolue, d'accord, d'accord, de la différence des moyens, d'accord, des classes et la moyenne des cartes types. D'accord. Donc le moyen des classes et le moyen des cartes types. Donc la formule ici, elle est donnée de cette façon. Et donc il y a aussi d'autres critères, d'accord, qui sont utilisés. Donc l'idée ici, c'est tout simplement, c'est de donner des scores. Soit, d'accord, pour chaque caractéristique, sachant que lorsque vous avez ici des caractéristiques, soit on va mesurer ici le pouvoir, d'accord, de discrimination d'une caractéristique entre deux classes, soit on va mesurer ici le degré de disparabilité, soit on a la possibilité ici, bien évidemment, de donner ici la dépendance, d'accord, entre la distribution, ou l'ensemble des distributions entre d'accord, deux populations. Bon, ce sont des scores qui sont utiles. On va voir dans les séances de TD et TP carrément comment on peut utiliser ces différentes scores. Bien. Alors, deuxième type de méthode, ce sont les wrapper méthodes. Alors, ce sont des méthodes qui considèrent que la sélection d'un ensemble de caractéristiques,
comme un problème de recherche. D'accord? Un problème de recherche dans lequel différentes combinaisons sont préparées, évaluées et comparées avec d'autres combinaisons. Alors, un modèle prédictif, si vous voulez, est utilisé pour évaluer, d'accord, une combinaison de caractéristiques et attribuer ici, d'accord, un score, d'accord, en se basant sur la précision ou sur l'accuracy. D'accord. Donc le processus de recherche, d'accord, le processus de recherche peut être méthodique, par exemple une recherche optimale. Il peut être aussi stochastique, d'accord, comme un algorithme aléatoire, ou il peut utiliser aussi des méthodes heuristiques, d'accord, telles que le passe avant et arrière, forward et backward, d'accord, pour ajouter ou supprimer, d'accord, des caractéristiques. Alors il y en a beaucoup d'exemples, entre autres, d'accord, vous avez ici l'exemple RFE, d'accord, récursif d'élimination du future. Ça veut dire à chaque fois, d'accord, on prend un future, on va la supprimer, on calcule ici le taux, d'accord, de accuracy. Après, on va ajouter cette caractéristique et on calcule, on compare. Donc là, c'est tout simplement pour mesurer est-ce que la présence de cette caractéristique, il va donner, d'accord, quelque chose à notre système. Ça veut dire est-ce qu'il va contribuer à l'amélioration de notre système ou non. Donc le principe ici, c'est majeur. Pourquoi? Parce que le principal inconvénient des approches filtres est le fait qu'elles ignorent d'accord, l'influence des caractéristiques sélectionnées sur la performance d'un classifier d'accord, à utiliser. Donc, pour résoudre le problème, donc, on a ici les problèmes wrapper. Donc, de manière générale, vous avez ici un ensemble des caractéristiques. Donc ça c'est le vecteur, il va être en entrée d'accord de wrapper et dans le wrapper, d'accord, c'est toujours par rapport à un classifier, d'accord. Donc on a ici un algorithme d'accord de recherche et on va utiliser ici le classifier pour mesurer ici la performance d'accord des caractéristiques sélectionnées, d'accord. Et on va faire ça d'accord à tour de rôle jusqu'à d'accord qu'on arrive ici à d'accord sélectionner d'accord une sorte de sous-ensemble d'accord d'accord les plus pertinents si vous voulez d'accord donc l'évaluation se fait toujours à l'aide d'un classifieur d'accord ou un classificateur qui estime ici la pertinence d'accord d'un sous-ensemble d'accord donné de caractéristiques. Alors, les sous-ensembles de caractéristiques qui sont sélectionnés par cette méthode sont bien adaptés d'accord, à des algorithmes d'accord, de le classificateur. Alors, cependant, ici, la complexité ici, de l'algorithme d'apprentissage, elle rend les méthodes ici wrapper, d'accord, ce sont des méthodes qui sont très coûteuses en termes de temps et de calcul. Donc, en général, ici, pour éliminer, d'accord, pour déterminer quand même le temps de calcul pour éviter et pour éviter aussi les problèmes de sous-apprentissage, le mécanisme de validation croisée souvent il est le plus utilisé. Alors, il donne ici des meilleurs rendements. Il donne ici des meilleures performances de méthodes que les méthodes wrapper. Mais d'une manière générale, les méthodes wrapper sont généralement considérées comme étant meilleures que celles de ce qu'on appelle de filtres. Alors, troisième type de méthodes, ce sont les méthodes embedded. Donc, à la différence des méthodes wrapper et filter, les méthodes embedded, et parfois on parle ici des méthodes intégrées, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il incorpore la sélection de variables lors du processus d'apprentissage. C'est-à-dire, un tel mécanisme intègre, d'accord, pour la sélection des caractéristiques, d'accord, peut être trouvé par exemple des algorithmes SVM, ADA, Boots ou autres types d'accord, d'éléments. Alors d'ailleurs, lorsqu'on parle ici des méthodes pardon, embedded, donc il détermine ici quelles caractéristiques, d'accord, quelles caractéristiques il peut contribuer de plus, d'accord, à la précision, d'accord, et la performance du système. Alors, d'une manière générale, le type le plus courant de ces différentes méthodes, c'est les méthodes de ce qu'on appelle régularisation, d'accord. Donc, les méthodes de régularisation sont généralement appelées des méthodes de pénalisation lorsqu'ils introduisent des contraintes
supplémentaires dans l'optimisation d'un algorithme prédictif, tel que, par exemple, d'accord, des algorithmes de régression qui orientent le modèle vers une complexité inférieure, d'accord, avec moins, d'accord, de coefficients. Il y en a beaucoup d'exemples comme Lasso, ElasticNet, and Rigid Regression. Alors, d'une manière générale, le problème qui s'impose dans ces différentes méthodes de sélection, c'est déterminer ici le critère d'arrêt. Ah, d'accord, donc il y en a certains critères qui doivent être définis pour arrêter le processus de recherche. On ne va pas tourner ici la recherche jusqu'à l'infini. D'accord, donc il faut quand même déterminer ici ces différents critères, d'accord, pour sélectionner ici un sous-ensemble des caractéristiques. Alors pour les méthodes de filtrage, le critère d'arrêt couramment utilisé est basé sur l'ordre des caractéristiques, rangé selon certains scores de pertinence. Souvent, ce sont des mesures statistiques. Alors, une fois les caractéristiques ordonnées, celles qui ont le score le plus élevé seront choisies comme d'accord, utilisées par un classificateur. Alors, pour les méthodes wrapper, le processus de recherche, il peut s'arrêter lorsqu'il n'y a pas d'amélioration de processus. Ça veut dire, on va prendre ici les caractéristiques, on l'injecte d'accord, dans l'élément et on va faire cette combinaison. Donc, s'il n'y a pas d'accord, une augmentation considérable de la performance du système, on arrête, d'accord. Donc, en d'autres termes, lorsqu'il y a plus de possibilités de trouver un sous-ensemble plus meilleur, d'accord, que l'ensemble actuel, d'accord, de caractéristiques. Bien évidemment, il y en a beaucoup de travaux de recherche sur cette partie. Alors, entre autres, vous avez ici, d'accord, une méthode, d'accord, qui permet ici, ou là, un checklist plutôt, d'accord, qui permet tout simplement ici de représenter ici un ensemble d'éléments, d'accord, selon l'ensemble des critères. Donc, vous pouvez avoir ce papier, d'accord. Donc, si vous avez ici, d'accord, une connaissance approfondie du le domaine, d'accord. Donc, vous pouvez construire ici, d'accord, votre future ad hoc, d'accord. Donc, il s'agit ici d'un ensemble je vous invite ici de le voir, en tout cas. Alors, quelques exemples ici. Donc, il y a ce qu'on appelle le module Scholar, d'accord, Future Selection, d'accord. Donc c'est un module qui implémente ici beaucoup d'algorithmes ici de sélection de ce qu'on appelle de caractéristiques. Donc on peut voir bien évidemment ici des exemples, et il y en a beaucoup, hein, d'accord, comme par exemple ici, alors on prend par exemple le RFE, d'accord, ça veut dire c'est Recursive Future Elimination. Alors qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Donc c'est un algorithme wrapper. Donc, il prend ici les caractéristiques, il va enlever, d'accord, une caractéristique, il va calculer ici, d'accord, la performance. Après, il va ajouter la caractéristique, il va calculer la performance pour mesurer est-ce que il y a une importance, d'accord, de cette caractéristique. Il y a aussi le variance threshold qui permet ici de faire ici, d'accord, de sélectionner ici les caractéristiques qui ont, d'accord, une faible, d'accord, ce qu'on appelle une faible variance. D'accord. Alors, prenons ici, par exemple, l'exemple. Donc, c'est une approche de base qui est très simple, d'accord, pour la sélection de features. Donc, il supprime toutes les features dont la variance ne correspond pas à un seuil spécifique. Par défaut, il supprime ici toutes les caractéristiques à zéro variance, c'est-à-dire des caractéristiques qui ont la même valeur dans tout, d'accord, l'échantillonnage. Alors, supposons par exemple que nous ayons ici un jeu de données avec des features boolean et que nous souhaitons supprimer toutes les features, d'accord, les features qui sont à ou zéro. Ça veut dire activer ou désactiver, par exemple. Alors, dans plus de 80% de l'échantillonnage. Alors, les features boolean, ils sont des variables aléatoires, d'accord, de Bernoulli, et leur variance est donnée par la variance de x est égale p fois 1 moins p. Donc, nous puissions sélectionner en utilisant ici seuil, par exemple 80%, c'est 0,8 multiplié fois 1,0,8. Alors, prenons par exemple, un exemple, on fait un exemple.
Alors, prenons ici un exemple. Alors, par exemple, ici, on va faire ici from, alors, hop, minuscule, from, tabulation, scalar. Alors, donc, on va importer ici point feature selection. Alors, hop, voilà. Donc, on va import la variance, variance là, voilà. Donc, on définit ici un x, d'accord, est égal. Par exemple, on va prendre ici un dataset qui contient ici 0,0,1. On ajoute ici une autre donnée. Hop, alors une autre donnée. Hop, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Par exemple, ici, on laisse ici la virgule, pardon. Hop, virgule. Je prends aussi, je garde 0, je mets ici 1, par exemple, virgule 0. On va prendre aussi, par exemple, 1,0,0. Je prends aussi une autre donnée 0,1,1. On ajoute ici d'autres données, comme le cas par exemple, je prends 0,1,0 par exemple. Une dernière si vous voulez, donc je vais prendre ici 0,1,1. Voilà. Donc ici on a une variable x, alors exécuter. Si j'avais ajouté ici x, voici notre x, d'accord. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, regardez ici la première caractéristique, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ça veut dire, il apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a c'est-à-dire 6 instances, et dans 5 on traduit 6, il y a toujours la présence de 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence, d'accord, de cette caractéristique, il n'a pas d'importance. D'ailleurs, si vous avez ici 0, 0, 0, même ici on a 0, ça veut dire la première caractéristique, elle est toujours 0. Ça veut dire qu'il ne va pas influer sur le modèle, ce qu'on appelle prédiction. Par exemple, je prends ici la sélection, notre sélection est égale quoi? Est égal, je fais ici, donc je fais appel à notre variance, d'accord. Et je vais déclarer ici la probabilité est égale, hein, d'accord, est égale. Donc on va faire quoi? Par exemple, on va éliminer qui sont inférieurs à ou supérieurs à 80%. Donc 80% multiplié fois 1 moins 80%. Donc, il nous donne à peu près. Alors, on va calculer après. Alors, maintenant, on va faire ici 7 points. On va faire ici le fit. Hop, tabulation, tabulation. Fit et transform. Form. Fit transform la variable, notre variable x. Fin. Voilà, et on va exécuter. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il a donné? Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné tout simplement ici 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, comme vous pouvez remarquer, il a éliminé, d'accord, cette partie. Pourquoi? Parce que si je veux calculer ici la probabilité ici de cet élément, on a 6 éléments. Et cette caractéristique, il apparaît, d'accord, 5 fois. Donc, il nous donne ici 5 sur 6. Et 5 sur 6, c'est à peu près 0,9 à peu près. D'accord, donc, mais d'une manière générale, il est toujours supérieur, d'accord, à ce qu'on appelle à 8. Alors, il y a aussi d'autres types de mesures, comme l'élimination récursive. Ah, d'accord. Alors, la méthode RFE, donc c'est une approche de sélection des caractéristiques. Cela fonctionne en supprimant récursivement les attributs et en construisant un modèle sur les attributs qui restent. D'accord.
on utilise ici la précision le modèle ou la currency, d'accord, pour identifier ici les attributs, d'accord, et la combinaison d'attributs qui combine le plus à la prédiction d'attributs cibles. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on a la possibilité ici d'utiliser, d'accord, un jeu de données. À chaque fois on le fait, on va ajouter notre caractéristique, d'accord, on calcule, d'accord, la performance, on la supprime, on le calcule et on va voir qu'est-ce qui se passe, d'accord. Si il y a augmentation, ce qu'on appelle de la performance, ça veut dire que la caractéristique, il a une importance, d'accord, il influe sur le modèle, sinon, d'accord, on peut l'ignorer. Alors, prenons ici un exemple. Donc, là, on va faire ici H1 EFE. R recursive, voilà, hop, recursive feature elimination. D'accord. H1. Ok, donc, dire l'exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va from sklearn, voilà. On va importer ici, par exemple, on va travailler sur un dataset. Dataset. Par exemple, iris. From sklearn. Point, donc on va faire ici features selection. D'accord. Donc, on va importer de RFE. Et on va importer ici un modèle point, par exemple, un modèle linéaire, hein, linéaire modèle. Donc, on va importer tout simplement ici. Donc, on va travailler sur la dataset Iris, un modèle de classification, par exemple, logistique regression. Donc, n'oubliez pas que le RFE, d'accord, il fonctionne avec un classificateur, c'est-à-dire pour un classificateur. Et donc, maintenant, on va importer, par exemple, notre dataset. Dataset est égal dataset. Voilà. Point, je fais ici un load. On va faire ici load, par exemple, Iris. Voilà, Iris. Voilà. On va faire ici chargement de notre élément. Donc, je définis ici le modèle est égal logistic regression. Logistic regression. Voilà. Bon, on ne va pas ici le paramétrer, un modèle simple. Et on définit ici notre RFE, c'est RFE. Donc, on utilise ici le modèle. D'accord. Et je vais sélectionner ici trois d'accord, caractéristiques. D'accord. Donc, le RFE, maintenant, je vais faire ici est égal RFE.fit un transform. Ou la fit seulement. Et je peux voir datasets point les data diana, virgule, et je donne ici le dataset point les targets. Allez-y. Targets. Voilà. Donc après, je peux faire ici un print. Donc on va essayer de voir ici le support. Alors RFE, support. Hop. Et on va voir ici print par exemple ranking. D'accord. RFE point ranking. Alors K-I-N-G ranking. D'accord. Donc notre RFE, elle est importée, donc elle est là. Où est ça? Oui, voilà, RFE. Donc on va créer et après on va ajouter. Très bien. Hop. Alors, on a voilà, imports. Donc maintenant, et voilà. Donc, on a une petite ceci ici. Alors, le RFE, donc on a défini ici notre RFE à travers le modèle. Alors, modèle, voilà. Donc, on a utilisé ici un RFE avec un modèle et un 3. Après, je fais ici un RFE.fit.
Donc j'ai ici datasets. Alors, on a dataset, oui. Un dataset point data et dataset point targets. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, RFE is not defined. Elle est là. RFE est égal RFE. Donc, pour nous, c'est une combinaison de le modèle. Ah, d'accord, notre modèle, c'est logistique. Voilà, alors je vais faire comme ça pour voir. Alors, from learn feature selection import. Donc, on a importé ici notre RFE. Et le RFE ici, alors je vais faire comme ça. Hop, exécuter. Voilà, RFE. Si je fais ici RFE, donc vraiment, il va donner ici, voilà. Donc avec C, donc c'est très bien. Donc maintenant, si je fais ici RFE point, voilà, fit. Donc fit, donc je vais faire ici dataset, notre dataset point, hop, point data, virgule, notre dataset point targets, hop, voilà. Et après, je fais ici un print, par exemple, RFE point support, alors, point score. Je fais ici, hop, pardon, voilà, print, je fais ici RFE point, par exemple, ranking, allez-y. Alors, RFE, je fais comme ça, hop, alors voilà, regardez ici. Alors, ici, oui, ça dépend ici de la version, mais d'une manière générale, vous avez ici, alors, Hada, on va l'éliminer, et je fais ici, par exemple, je fais ici le support. Alors, support avec underscore, et on va voir ici, regardez ici, false, true, true, true. D'accord. Donc ça veut dire que on va sélectionner seulement donc, les trois dernières features qui peuvent être d'accord sélectionnées. D'accord. Donc on va éliminer la première caractéristique. D'accord. Pourquoi? Parce que l'influence de cette caractéristique n'est pas importante. Ça veut dire que la pertinence, d'accord, elle est peu pertinente, ou elle n'est pas carrément, d'accord, pertinent. Alors, il y a aussi la possibilité, bien évidemment, ici de voir ici l'importance, d'accord, si on veut voir ici l'importance de ce qu'on appelle des futures, l'importance, donc les méthodes qui sont utilisées, par exemple, dans les arbres de décision, comme les forêts aléatoires ou les extra trees. Donc ça permet ici, d'accord, de compter ici, d'accord, l'importance, d'accord, pour chaque, d'accord, attribut. D'accord, donc l'importance de cet attribut qui va être utilisé ici pour la sélection, d'accord, de ce qu'on appelle de sous-ensemble des features les plus pertinents. Alors un exemple basique, d'accord, donc on va importer ici from sklearn, on va importer par exemple import les métriques, d'accord, de mesure. On va importer ici un modèle, d'accord, sklearn mais un modèle ensembliste, ensemble, voilà. Donc on va importer par exemple imports, voilà. Imports, par exemple, on va faire ici extra, d'accord, classifier ou extra, d'accord, voilà, extra tree, c'est une méthode qui base sur le tree. Donc je vais faire ici notre modèle, on va le créer. Modèle est égal, pardon, le extra, voilà, le classifier, d'accord. Et je fais ici un fit, modèle, point, hop,
fit, voilà, fit, voilà. Donc, on donne ici les données d'IANA, voilà, dataset.data, virgule, et notre dataset.targets. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ici, à titre d'exemple, on va afficher ici, d'accord, l'importance. Modèle.future feature importance. D'accord. Donc, si on fait comme ça, donc on garde, on va travailler ici sur la même dataset. D'accord. C'est la dataset de Iris. Hop. Et voici l'importance. D'accord. Donc, il s'agit ici, la première, c'est avec 009. Ça, c'est 0,5. Ça, c'est 0,4. Et ça, c'est 0,4. Vous pouvez remarquer ici que même avec un classifieur tree, ensemble liste, d'accord, la première, l'importance de la première, c'est la plus faible. Ah, d'accord. On a aussi la possibilité ici, si on veut bien évidemment le visualiser. Ah, d'accord, donc on a la possibilité ici de dire importance, par exemple, est égal. Ah, d'accord, je vais faire ici, par exemple, une déclaration d'une variable qui contient ici, d'accord, modèle, hop, CTRL C, voilà, modèle pour future importance. Je peux déclarer ici un std, d'accord, est égal, NIMP, donc je vais, hop, euh, imports, imports, NIMP, par exemple, as NP, voilà. Ok, je vais faire ici le NP, par exemple, .std. Et on va ajouter ici notre, la collection d'IANA, c'est modèle future importance. D'accord. Alors le modèle d'IANA, c'est modèle.future importance. D'accord. Je fais ici for, par exemple, tree in, d'accord, modèle estimation. Modèle.estimateur. Voilà, hein, d'accord, pour chaque estimateur. Et j'ajoute ici, hop, virgule, voilà, un axis 0, fin. Voilà. Donc je peux faire ici les indices, on les récupère, c'est égal, c'est np. Je fais ici arg sort, pardon, point, hop, hop, tabulation, voilà. Et je représente ici importance pour récupérer ici tous les éléments. Rien, importance, importance. Voilà. Et je vais prendre ici, d'accord, moins 1. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, on déclare ici notre dataset. Dataset, alors x est égal, par exemple, dataset.data. Je le mets dans la variable x pour faire ici un shape. Et donc, for, par exemple, une valeur variable f in range, une valeur range de Nardo X. On va faire ici un shape, shape, hop, de A. Voilà, donc on va mettre quoi? Donc dans cet élément, il y a deux points derrière, d'accord, le for. Je fais ici print. Par exemple, je vais l'afficher, la première, je vais l'afficher au format décimal. Je fais ici feature, la première, la deuxième, la troisième feature. Je fais ici un autre sous format décimal, d'accord, et après en format floats. Qu'est-ce qu'on doit représenter? On va faire ici une concaténation, voilà. Alors, c'est une chaîne de caractères, d'ailleurs. Hop. On dirait un cas. Voilà. Hop.
une chaîne de caractères, je vais le concaténer avec quoi? F plus 1, la première, la deuxième, la quatrième, et ainsi de suite, plus 1, virgule, et je fais ici l'indice, indice avec S, voilà, l'indice de F, d'accord, future, et je fais ici importance, voilà, notre importance, importance, pardon, hop, l'indice de notre future, d'accord. Et je ferme ici, d'accord, voilà. Donc la fermeture de la première et la fermeture de la deuxième. Après, je fais ici un plot, d'accord, sur le. Je vais afficher ici ce format de graphe. Donc je vais importer ici, d'accord, import, import, voilà, donc je vais importer ici mat plot.payplots, voilà, et je vais le finir as, par exemple, PLT. Oh, ouais, on va le faire en tant que PLT, et après, voilà, je fais ici, après l'affichage, voilà, pardon, hop, hop, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici PLT. Par exemple, je vais le faire en figure. Figure. Voilà, je définis ici le titre, plt.title. Title. Par exemple, ici, je fais ici importance. Ouais. Et on va l'afficher au format de PLT, par exemple, bar. Ah, d'accord. Format bar. Donc, je donne ici le range pardon, de notre x.shape, hein, S-A-P-E, voilà, shape, de 1, première. Après, je vais donner ici les différentes importance, voilà, avec un 10, voilà, avec les indices. Après, on va faire les paramètres, par exemple, color. Alors, je fais ici, par exemple, la couleur est égale à color, alors color sans S. On l'affiche en format bleu, en format read. D'accord, oui, format bleu ou format read en tout cas. Après, je vais donner ici le Y R est égal, et je fais ici std, qui est les indices, indice avec S, indice avec S, et je fais ici un align est égal, par exemple, center, hein, je vais le centrer, fin, je définis ici le plt point extract. Donc ici, je vais donner à cet exemple range, d'accord, de x.shape. Hop, le A. Et je donne ici les indices. Hop, voilà. Je donne ici les indices. Alors, Naya, range, pardon, Naya, c'est pas, hop, range 2. Voilà. Le range de x.shape et voilà. Range, alors x strict range de x.shape et x.shape, pardon, x.shape. Alors, et je ferme ici le range, voilà, et ça devient xstruct. Et après, on va définir ici le xlim, par exemple, PL
t point, et on va faire ici x libre. Je vais donner ici par exemple le moins 1 jusqu'à le x point shape 1. Shape, voilà. Ouais. Voilà. Et on affiche plt.show. Ah, c'est un exemple ici pour voir ici, d'accord, l'importance, d'accord, ou l'affichage des valeurs A2 sous format de graphe. Alors, on a une petite ceci, voilà, range. Ah ouais. Donc, d'ailleurs, il est déjà fait. Alors, on a, oui. Alors, ça, c'est tout simplement range. Alors, elle est là. Puis, il y a extract range sans S. Hein, range. Voilà. Hop. Voilà. Donc, il nous donne, d'accord, les différentes features par ordre, comme vous pouvez remarquer ici. La première, d'accord, donc la première feature, elle va être déclarée en 3. La deuxième, il y a la deuxième. La troisième, il y a la zéro. Et la quatrième, d'accord, elle est avec un taux d'importance de 0,05. Donc le 3, comme vous pouvez remarquer ici. D'accord. Et donc, c'est une manière ici, tout simplement, ici, de représenter, d'accord, les différentes features. Donc ça, ce sont des... Mais il y en a, comme on a déjà vu dans cette partie, il y a beaucoup aussi d'autres, d'accord, des éléments qui permettent ici de représenter ici une méthode de sélection de features. Alors, c'est une méthode qui est assez de voir ici ce qu'on appelle ici le mise à l'échelle, hein, feature scaling. Donc feature scaling, donc c'est une très bonne pratique, d'accord. Pour ne pas dire c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire lorsque vous faites ici de la modélisation avec le machine learning. Alors d'une manière générale, les algorithmes pour lesquels le feature scaling s'avère nécessaire ou obligatoire sont ceux pour lesquels il faudra calculer ici par exemple ce qu'on appelle le calcul de poids, d'accord, weight, avec des détails, calculer ici la distance pour déduire le degré de la similarité entre plusieurs items, certains algorithmes de clustering, d'accord, tout ça, il utilise ici ce qu'on appelle les futures. Et lorsqu'on parle ici de future scanning, ou mise à l'échelle, d'accord, c'est une méthode qui est très utile, d'accord, pour faire la normalisation, d'accord, ou pour normaliser ici les intervalles, d'accord, de variables indépendantes ou des caractéristiques de données. Alors la plupart du temps, en machine learning, donc, notre jeu de données, il provient avec des ordres de grandeur qui sont totalement différents. Donc cette différence d'échelle, d'accord, il peut conduire à des performances moindres. C'est-à-dire, il permet ici de faire une dégradation si on n'a pas mis à l'échelle toutes les attributs avec même grandeur. Et donc, pour balayer le problème, d'accord, il y en a beaucoup de traitements, d'accord. Alors, notamment ici, il y a le features scaling, d'accord, qui comprend ici deux étapes. D'accord, étape de normalisation, d'accord, et étape de standardisation. Alors, lorsqu'on parle ici de standardisation, parfois on le nomme Z-score normalization. Alors, pour être appliqué quand les inputs, les futures, elles répondent à une distribution qui est normale, une distribution qui est gaussienne, d'accord, avec des moyens d'écart type, d'accord, différents. Donc, par conséquent, cette transformation aura pour impact d'avoir toutes nos caractéristiques répondant à la même loi normale. Donc, la standardisation elle peut également être appliquée lorsque les caractéristiques sont avec des unités différentes. Par exemple, vous avez ici, d'accord, une information avec le mètre et d'autres avec nanomètre, d'accord, ou autre, d'accord. Donc il fallait quand même, d'accord, trouver ici un moyen de faire ça. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on parle ici de standardisation, c'est un processus qui permet ici de faire la transformation des caractéristiques en autre qui répondra à la loi normale ou à une distribution gaussienne. Alors, ça se fait avec la formule suivante, z est égal x moins u sur θ, sachant que le u est égal à 0
ça veut dire la moyenne de la loi de distribution. Et le 1, c'est l'écart type, d'accord, ou ce qu'on appelle ici la déviation standard. Donc la formule de standardisation, c'est ça. X, ou la Z est égal à X moins U sur θ, sachant que le X ici, ça c'est la valeur qu'on veut le standardiser, d'accord, c'est l'input. Le U, d'accord, c'est la moyenne, d'accord, des observations sur cette caractéristique. Et le θ ici, c'est l'écart type ou la déviation standard, d'accord, des observations pour une caractéristique. Alors, d'une manière générale, comme on a déjà dit, donc les futures, donc c'est centré entre 0, d'accord, oui, la déviation standard à 1, d'accord, not only important if are comparing measuring that have different units, d'accord, donc ça c'est le cas lorsqu'on a ici, d'accord, des unités qui sont totalement différentes. Alors, d'une manière générale, on a aussi la possibilité, d'accord, de calculer, donc dans certains, donc ce qu'on appelle les poids, ils peuvent être, d'accord, mettre à jour d'une manière plus rapide. Donc d'une manière générale, vous avez ici la variation est égale moins le N ici, ça représente ici le taux d'apprentissage, un learning rate, d'accord. Le T c'est notre target, d'accord. Et le O, c'est le actuel output. Et donc, on a la possibilité ici de le voir en tant que le taux d'apprentissage multiplié fois la sommation de le TI moins θi fois xg de i, sachant que cette valeur qui permet ici de représenter ici le update. Alors, quelques exemples, bien évidemment, ici des algorithmes, d'accord, qui nécessitent, d'accord, la standardisation, d'accord, comme les arbres, ou là plutôt les cas plus proches, d'accord, les camines, la régression logistique SVM, les perceptrons, d'accord, avec les réseaux de neurones, d'accord, ça, ce sont quelque chose qui est très important, d'accord, de faire ce qu'on appelle la standardisation. D'accord, on va voir des exemples en tout cas. Alors, deuxième type ici, vous avez aussi ce qu'on appelle la mise à l'échelle avec min-max. Donc, min-max scaling il peut être appliqué quand les données varient, d'accord, dans des échelles assez différentes. Donc, à l'issue de cette transformation, les caractéristiques seront comprises toujours dans un intervalle entre 0 et 1. D'accord. Donc, l'objectif ici, le but, c'est d'avoir un tel intervalle, c'est restreint et de réduire l'espace de variation des différentes valeurs d'une caractéristique. Et par conséquent, c'est de réduire l'effet de ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. D'accord. Alors, la normalisation, elle peut être effectuée ici par des techniques min-max, d'accord, qui est donnée par la formule suivante. C'est-à-dire x normalisé est égal à x moins le x min divisé sur le max moins min. Et donc, d'ailleurs, si vous avez ici des valeurs, d'accord, pour cette des features qui sont d'accord dans un espace qui est assez différent. Donc réduire d'accord cette champ de variation ou l'intervalle de variation, ça revient tout simplement ici à utiliser les min-max. Alors prenons ici un exemple. Alors vous avez ici par exemple, nous ayons ici des données de ce qu'on appelle de weights, d'accord, data. Donc ce sont les weights, les poids des étudiants, d'accord, et que leur poids, d'accord, s'étend entre, par exemple, 160 jusqu'à 200 pounds. Alors, comment on peut faire ici un sorte de redimensionnement de ces différentes données ou faire ici un rescale, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est simple. Premièrement, nous soustrayons ici d'abord le 160 de 200, d'accord? Il nous donne ici le 40, d'accord? C'est la plage qui existe. Donc, après, la différence entre les poids max et min. D'accord, donc c'est 200 moins, d'accord, moins 60. D'accord, alors on veut bien évidemment ici voir ça. Par exemple, vous avez ici
chaque élève d'accord, est divisé ici le résultat par 40. Par exemple, si quelqu'un il a 20, donc je peux faire ici 160 moins 180, pardon, moins 160. D'accord, ça c'est le min, d'accord, ça c'est le x. Donc شحال كتولي c'est 0,5. Pourquoi? Parce que vous avez déjà ici, d'accord, x moins x min sur la différence. Donc par exemple, si quelqu'un, d'accord, la taille de quelqu'un est là, ou là, le poids c'est 180, donc il nous résulte ici c'est tout simplement c'est 0,5. Et donc du coup, si quelqu'un a ce qu'on appelle un poids, par exemple, alors 200, hein, comme vous pouvez remarquer ici, 200, c'est quand même entre 200 et 180, c'est 20. Donc je vais le soustraire de 160. Donc il le donne ici tout simplement, c'est 40. Yak, 40. Voilà, sur 40. Et il nous donne ici 1. La différence entre 0,5 et 1, c'est 0,5, mais la différence entre ça et ça, c'est vraiment c'est 20. Ça, c'est un exemple basique. D'accord. Et donc, il y a aussi une autre technique pour le faire, c'est mean normalization. Donc, c'est presque la même chose que la précédente, sauf ici, on va faire ici la soustraction à travers le x-min. Ici, on va faire ici la soustraction à travers ce qu'on appelle le average, la moyenne. D'accord. Donc, un exemple basique, d'accord, d'utilisation. Très bien. Alors, oui. Alors, après, on va voir ici un exemple, d'accord, en utilisant ici le scikit-learn. On va travailler sur ce dataset. Alors, dans ce dataset, il y a vraiment ici un exemple qui nécessite ici le roscaling en termes, d'accord, de les unités, d'accord, des données sont totalement différents. D'accord, ce sont des unités qui sont totalement différentes. Donc, important. Donc, on a la possibilité ici d'utiliser un exemple. Un exemple, on fait un exemple rapidement, hein, pour voir ici on a cette possibilité. Donc, je peux faire ici par exemple New Python. Alors, on va utiliser ici cette. Alors, je vais faire ici import Nardo Panda. C'est la city. Voilà, as PD. Voilà. On NumPy for as MP. Après, on va faire ici l'importation, d'accord, de ces différents éléments. Après, je vais faire ici un def intégral pd.dataframe où je peux voir bien évidemment ici .read voilà, hop, read CSV. Et on donne ici notre CSV. D'ailleurs, ici l'exemple qu'on a ici, voilà. Alors je le prends, hop, copier. Alors, l'exemple, c'est ça. Ça, c'est pour voir ici la qualité du vin. Donc, il y en a 14, si je me rappelle. 13 propriétés, d'attributs. Ah, d'accord, donc on peut faire ici beaucoup de choses. Ce qui est important ici, lorsqu'on va faire ici, voilà, je vais récupérer ici, par exemple, win.data. Et après, je vais récupérer ici, hein, d'accord, ce qu'on appelle les noms de ce qu'on appelle alors d'ailleurs ici, win.name et win.data, si je vais l'ouvrir, alors je vais ouvrir avec un programme pour voir, hop, qu'est-ce que je fais ici? Non, je vais l'ouvrir, pardon. On va sélectionner ici un élément ici. Alors si je l'ouvre avec ça, je fais cop. Ok. Donc vous avez, comme vous pouvez remarquer ici, c'est comme quelque chose qui est CSV. D'accord. D'ailleurs, je prends
par exemple ça. Alors, hop, on va l'afficher ici. Alors, je fais tac et je prends notre élément ici. Voilà. D'accord, donc c'est un fichier. Je peux aussi prendre ici les différentes, qu'on s'appelle, je vais insérer une ligne. Voilà. Alors si je prends ici name, hop. Alors ça c'est la description, d'accord, ça c'est la description de tous les éléments. Oui. C'est une description des noms, de l'ensemble, d'accord, des éléments. Et vous avez ici, voilà, hop, 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 d'accord, alcool, malacide, ACH, d'accord, et les autres informations. Alors je garde ici, donc je vais créer ici un nouveau fichier. Voilà, هذا فينا هو wheel.data, sélectionné, je fais ici Excel. Alors où est ça? Excel. Donc je vais faire tout simplement ici. Voilà. Donc je vais supprimer l'action. Les dernières. Et je vais enregistrer sous. Alors, نمشي وسيدي parcourir. Je vais le mettre sur la même. Non. C'est de fonctionner. Je le fais comme ça. Fermé. Donc une nouvelle une point data. Voilà. Enregistrer son. Parcourir. Voilà, donc je vais aller vers ces utilisateurs. C'est moi. Alors, atelier, la tuto, si je me rappelle, tutoriel ML. Et je fais ici win.csv. CSV. Hop. CSV. Enregistré. Oui. Alors je vais voir est-ce que j'ai arrivé à importer ça dans notre tutoriel. Win.csv. Donc si je fais ici par exemple l'exemple d'Yanna read ici, je fais ici win.csv. Alors je vais faire comme ça. Alors df. On va faire quoi? Point head par exemple. Head. Voilà, voici les différentes. Regardez ici. On n'a pas ici les noms des colonnes, donc on doit les ajouter. D'accord? On doit les ajouter. Vous faites ici df.descript. Donc, ce qui est important pour nous, on va les voir. Donc, c'est une description sur la moyenne, le STD, standard, min, max, combien d'éléments. On doit ajouter bien évidemment ici l'entête. D'accord? C'est ça en tête, donc on doit ajouter l'entête. Donc, il y a plusieurs manières ici pour le faire. Entre autres, vous avez la possibilité ici d'accéder vers la liste les noms. On a ici la liste ailleurs. D'accord. Et lors de la construction de notre dataset, on peut la récupérer. Ça veut dire que lorsque vous faites ici la création data frame avec read, je fais ici virgule name et on donne la liste, d'accord, les noms.
D'accord. Alors ici, on va mettre comme ça. Hop. Voilà. Name, pardon. Comme ça. Donc si c'est le cas, donc on va afficher ça avec les différents noms. Donc maintenant si je fais ici point .head, donc on a ici c'est le target, c'est la cible, et ça ce sont les différentes informations. De même ici, si vous faites ici un describe, d'accord, pour voir les différentes informations. Alors ce qui est important ici, et vous pouvez remarquer ici, par exemple, si on veut récupérer seulement, d'accord, par exemple, je vais faire ici un df point, par exemple, column, columns. Alors, je vais faire ici, par exemple, je vais sélectionner ici le targets, d'accord, virgule. On va faire ici, alors, alcool, par exemple, virgule. Et on va faire par exemple ici malicide acide. Malicide. Hop. Comme ça. Et je fais ici un df.heat. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme... alors, j'ai ici un df... pardon. df2 égale, hein, par exemple, df2 ou la df point colonne égale. Je fais sélectionner tout simplement ça. Target, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme... oui, je vais sélectionner seulement... Alors, je vais sélectionner seulement... Je vais sélectionner seulement les différentes colonnes. Ça veut dire, même lors de la création, d'accord, de notre élément, je vais utiliser seulement ici, par exemple... Alors, regardez ici. Donc, c'est une approche ici. Alors, je le fais autrement. Je vais sélectionner seulement les différentes attributs. Alors, à savoir, alors, regardez ici, si je prends ici l'exemple, alors, regardez ici, alcool, d'accord, c'est avec les valeurs suivantes. Et vous avez ici malice, d'accord, vous avez ici d'accord, d'autres valeurs. Il y a une grande différence entre les deux. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau, alors les caractéristiques alcool qui est représenté ici, pourcentage par volume. D'accord, ça c'est pourcentage par volume. Alors, vous pouvez le voir. Hop, une description, dataset description. Pardon, elle est déjà, on a déjà téléchargé ça. Elle est là en quelque sorte. On le voit. Hop, ici. Voilà. Et là, voilà. Donc il y a une description en quelque part ici. Voilà, le 1 c'est alcool et... En tout cas, donc l'idée ici c'est de la représentation ici de deux grandeurs différentes. Alors on a ici alcool, d'accord, qui est représenté ici par pourcentage en volume, et acide, d'accord, ou malice, d'accord, qui est représenté ici, d'accord, par, évidemment, gramme par lettre. Ça, c'est gramme par lettre. Et donc, ce sont deux unités totalement différentes. L'unité de alcool et l'unité de malice, ce sont deux unités, d'accord, différentes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quand même faire passer, d'accord, par un type de scaling. Alors, faire le scaling ici. Alors, je vais faire ici un exemple. Donc, ça, c'est avoir illoc. Et on va voir. Donc, je rapidement, pour ne pas tarder, sklearn S. Alors,
vais supprimer tout ça. Voilà. From SQL point, donc je fais import مثلا preprocessing, hop, 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 voilà, d'accord. Donc je déclare ici un standard scal, par exemple, est égal preprocessing, voilà, point, et je fais ici une standardisation, hop, S majuscule. Voilà, standardisation scal. Donc je le fais ici point directement point un fit et je vais donner ici notre df et je spécifie ici, d'accord, ce que je vais donner comme argument. Donc qu'est-ce qu'on doit donner ici? Je vais donner ici par exemple alcool, virgule, et je fais ici malice. À titre d'exemple. Hop. Entre, alors, pardon, je vous l'avais dit. On le met ici. On a les deux, un tableau de deux éléments. D'accord, donc il s'agit ici de les deux informations. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On df standardisé est égal quoi? Et voilà le std scal qu'on a déclaré. Std à éviter. Donc je vais faire ici un p. Voilà. Std. Voilà, std scal. Et je fais bien évidemment ici point transform. Transform. Donc je prends ici, d'accord, notre élément, ça veut dire df, hop, et je prends tout ça. Voilà. Donc je fais ici une sorte de standardisation. On a aussi la possibilité ici de déclarer ici min-max. Min-max, مثلا, scal. Je vais faire ici scal. Pre-processing. Point. Et je fais ici min-max scal. D'accord. Et je donne ici point fit. Point fit. Et on va donner ici notre df. D'accord. Voilà. À la fin, je fais ici une transform. Ah, pardon. De la même manière, je déclare ici par exemple df min max est égal. Je vais faire ici avec le min max scal point transform et on met de la même manière ici notre df. Donc une fois vous faites ça, donc vous avez la possibilité maintenant ici de faire par exemple un print. D'accord, donc je peux faire ici un print. D'accord, donc sur le min, d'accord, je peux aussi faire bien évidemment ici le df standard, d'accord, notre élément. Donc je peux faire ici par exemple, je vais l'afficher, d'accord, sous format X ou Y. Donc si je fais ici le df, pardon, je fais ici notre df stdr, dx mina std. Alors, mina, ouais, voilà. Alors, où est ça? Donc, on a ici notre élément std scal. Donc, je peux faire aussi df std scal. Ailleurs. Hop. Point. Alors, je l'affiche comme ça. Donc, ça, c'est les différents éléments. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, la différence maintenant entre alcool et... Pardon. Hop, 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 hop. Et là, c'est entre 14 et 1, presque 13. D'accord, de même, alors ici, ça devient tout simplement ici, d'accord, des grandeurs, d'accord, simples. Je peux le faire aussi à travers le min-max. Ça veut dire que je vais afficher ici le df min-max. De la même manière,
D'accord, vous avez ici, d'accord, des grandeurs entre 0 et 1. D'accord, donc il s'agit ici d'un élément, d'accord, de représentation, d'accord, de différents éléments. Je peux aussi faire ici un plot, d'accord, et vous pouvez remarquer ici, d'accord, que plot, par exemple, il y a les éléments avant le scaling et après le scaling, d'accord, et vous pouvez regarder ici que la dimension, d'accord, et la plage de la répartition des différentes informations, ce ne sont pas, d'accord, les mêmes. Ça va réduire ici, d'accord, la différence, d'accord, entre les valeurs de l'ensemble des les caractéristiques. Bien. Donc un TP, on peut voir ici un TP plus avancé après. Alors pour terminer, donc c'est le features extraction, hein, l'extraction des caractéristiques. Alors comme vous pouvez remarquer ici, d'accord, c'est quelque chose qui est très actif, d'accord, dans la recherche scientifique. D'accord, c'est le fait ici de faire l'extraction de caractéristiques. Alors cette partie, donc on va essayer de le faire en détail avec un atelier dans la prochaine séance. Merci de votre attention.